Bonsoir, mesdames et messieurs. Heureuse de vous voir et vous retrouver toujours très nombreux. Nous allons donc poursuivre les cycles de la chaire du Louvre et la réflexion autour de l'idée du musée imaginaire introduite par André Malraux. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Georges Didier-Merman pour la conférence de ce soir, l'autorité du style et la clôture du champ littéraire. La notion d'autorité du style avait été déjà abordée lors des précédentes conférences. Elle avait été même au centre du débat et de l'échange avec le public jeudi dernier. Donc, si vous voulez bien, nous pourrons poursuivre les débats après la conférence de ce soir. Et avant de donner la parole à Georges Didier-Merman, je vous rappelle que la prochaine conférence, le jeudi 26 septembre, sera suivie de la signature du livre qui accompagne ce cycle. Et je remercie à nouveau Georges Didier-Merman. Eh bien, je vais continuer mon propos, mais avant, je vais faire une petite précision qui est aussi quand même une sorte de réaction à la réaction qui a été manifestée la dernière fois, la discussion un peu tendue, polémique. Je voudrais faire juste une petite précision sur la question du cadrage. J'ai beaucoup parlé de cadrage dans cette conférence, de recadrage, de montage, de remontage, etc., qui est une opération fondamentale du musée imaginaire, mais aussi de toute mise en œuvre d'images et de pensées. Et on fait tous, nous faisons nos cadrages. Ayant donc émis quelques critiques sur le style de cadrage propre à Malraux, et cela vaut pour les images, mais ça vaut aussi pour les textes, parce qu'au fond, bon, on m'a dit, vous isolez vos citations. Oui, une citation, c'est un cadrage. J'ai en effet cité des fragments de ce texte immense de Malraux. J'ai donc fait des cadrages de phrases. Alors, d'un côté, j'assume ces cadrages. De l'autre côté, je voulais dire que j'accepte pleinement la critique qui consisterait à dire vous isolez exagérément ces textes. C'est pourquoi j'ai apporté les 2 volumes des Écrits sur l'art de Malraux, et au moindre problème, je suis prêt donc à citer un paragraphe, 1 page, 2 pages, 10 pages. Voilà. Je pense qu'en effet, quand quelqu'un fait un cadre, on peut lui demander, mais est-ce que tu ne peux pas élargir le cadre, ou est-ce que tu ne peux pas aussi montrer ton hors-champ? Donc, il en va des citations, des textes, des idées même, comme des images. Il y a des cadrages, il y a des champs, il y a des contre-champs, il y a une façon, il y a des perspectives plus ou moins larges. Donc, je suis tout à fait prêt à tenter, dans la discussion éventuelle, d'élargir mon propos et façon éventuelle de le nuancer. Et je fais aussi une petite précision technique concernant justement mes propres cadrages d'images. C'est pour ça que je vous montre 2 cadrages différents de la même double page, et vous les avez peut-être vus passer l'un ou l'autre. Je voulais juste dire, puisque une amie spécialiste de mise en page et de design graphique m'a dit pourquoi c'est coupé là? Pourquoi quelquefois, bon là c'est bien, mais là c'est pas bien parce que tu coupes la page. Alors je précise, ce cadrage-là à votre droite est de bonne qualité, parce que au fond, pour fabriquer le livre qui accompagne ces conférences, on a demandé à un professionnel de faire les photographies des livres ouverts. Toutes les autres, et je vous en montre beaucoup d'autres, sont le fruit de mon propre artisanat. Donc moi, qui ne travaille pas chez Gallimard, ou qui n'ai pas de bureau, ni d'assistant, ni de secrétaire, ni de photographe attitré, j'ai juste un scanner A4,
Et donc, tout simplement, les formats des voix du silence sont un peu trop grands. Et donc, je vous demande pardon pour ces cadrages désagréables. Vous avez bien compris, je pense déjà, dans les 2 premières conférences, que pour Malraux, regarder, c'est un acte inspiré. C'est une mise en œuvre de son propre génie à saisir le génie des œuvres d'art. Mais le génie, c'est une notion très compliquée. J'ai déjà signalé, à travers une citation, comment Malraux passe du je au nous, notamment le nous de majesté, le nous d'autorité, le nous de communauté, le je d'auteur. Le génie, en tout cas dans la tradition littéraire dont Malraux se revendique, le génie dit d'abord « je ». C'est dans sa majesté, c'est dans sa prétention à l'universalité qu'il peut dire « nous ». Cela vaut pour les phrases, cela vaut pour les recueils d'images qui semblent comme des trophées personnels d'un grand voyageur dans l'univers des formes. Et quand je dis grand, là, je ne suis pas du tout ironique, je le pense véritablement. Les spécialistes de Malraux, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, Jean-Yves Tadier, dans l'introduction justement à l'édition Pléiade, dit très bien que la teneur autobiographique et autoréférentielle des textes de Malraux sur l'art n'est pas douteuse. Ailleurs, par exemple, Henri Godard écrit que le dialogue intérieur chez Malraux se projette à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Dialogue intérieur, histoire de l'humanité, voilà. D'où cette espèce de grande dramaturgie d'un jeu qui débat, qui dialogue avec l'univers. Il y a quelque chose de ça, j'y pense par association d'idées, avec Godard, l'autre Godard, Jean-Luc, pas Henri, Jean-Luc Godard dans les histoires du cinéma, qui est un jeu très puissant qui dialogue avec l'univers de l'histoire du cinéma et de l'histoire en général. Pour revenir à Malraux, cela expliquerait donc cette espèce de style de souveraineté dans lequel Malraux se place au centre absolu de son discours sur l'art, l'art qui est donc son interlocuteur dans un dialogue qui peut même être un dialogue intérieur. Malraux place donc son je au centre de son point de vue. Vous pourrez me dire, mais c'est évident. Et je pourrais vous répondre, mais non, c'est pas évident parce que il y a des gens qui nous apprennent à voir sans être le centre du regard qu'ils proposent. Beckett n'est pas au centre de la façon dont il nous apprend à voir, ni Joyce. Et même là, c'est un sujet de discussion, hein. Je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Même Proust, pour moi, n'est pas au centre de la façon dont il nous fait revoir le monde. Mais Malraux, et Gombrich l'a très bien compris et en a retiré, comme je l'ai développé la dernière fois, des arguments excessivement agressifs, sans doute. Malraux, en tout cas, tire son autorité du style d'une certaine autorité du « je ». Alors, je cadre une phrase, par exemple, dans le musée imaginaire. C'est le chant des métamorphoses et nul ne l'a entendu avant nous. Nous, c'est lui le théoricien des métamorphoses. On pourrait dire nous, c'est les modernes, mais si je fais un montage avec un autre cadrage de phrase, vous comprendrez que ce nous, c'est un moi, c'est un je. Ça, c'est dans le musée imaginaire de la sculpture mondiale, dans le volume 2. On peut, et puis il a répété cette phrase plusieurs fois, on peut voir dans l'art
virgule, avec moi, virgule, un antidestin. Ou, avec tout augustinien, une louange de Dieu. Donc, dans une phrase comme ça, c'est incroyable, vous avez l'esthétique tout entière sommée de choisir entre Saint-Augustin et André Malraux. Je donne une citation un peu plus longue. C'est l'ouverture de l'irréel. L'irréel, c'est 1974. C'est l'avant-dernier volume, le dernier étant l'intemporel en 1976. Donc, en ouverture de ce livre, vous avez, c'est un peu compliqué, une longue autocitation tirée du volume précédent, Le Surnaturel, publié quand même 17 ans plus tôt, suivie d'une précision qui parvient à combiner une citation de Proust et une nouvelle autocitation. Autocitation, citation de Proust, double autocitation. Je cite. Chacun a compris ce que signifiait à la recherche du temps perdu lorsqu'après la mort de Marcel Proust apparut le temps retrouvé. Peut-être ne comprendra-t-on pleinement ce que signifie ce livre-ci, L'Irréel, 1974, qu'après la publication de son prochain et dernier tome, L'Intemporel, 76. Mais comme celui qui l'a précédé, comme les voix du silence, il traite d'un sujet auquel toute histoire est subordonnée. C'est pourquoi j'avais écrit des voix du silence, ce que je pourrais écrire de ce livre. Les voix du silence, ce livre, ce n'est pas plus une histoire de l'art que La condition humaine, encore un autre livre de Malraux, n'était un reportage sur la Chine. Fin de citation. Donc, on voit Malraux arriver à un point où lui qui cite très peu de gens, se cite lui-même. L'exergue du futur volume, L'Intemporel, l'exergue, d'habitude c'est une citation de Shakespeare ou de, je ne sais pas, d'Eschyle, non, c'est une citation de lui-même, de l'irréel. Vous ouvrez le livre et puis il y a marqué « L'artiste n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival ». Signé Malraux. Et vous comprenez ce que je veux dire depuis le début. Je veux dire qu'il n'arrête pas d'ouvrir un champ et puis que dans la même opération, il le referme. Il ouvre, mais ce qu'il ouvre, c'est un cercle. Ce n'est pas une brèche qui ouvrirait sur... Et donc, j'ai un sentiment... que sa pensée, aussi large soit-elle, entame un mouvement de clôture sur elle-même, où beaucoup de noms grandioses sont cités, mais jamais une notion qui serait due à autrui ou un travail de recherche quelconque, dont il aurait à reconnaître qu'il n'en a pas la paternité, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Pas une seule référence dans ses livres. Et je ne vais pas faire comme Gombrich, je ne vais pas dire qu'il n'a pas lu un seul livre, c'est le contraire, je pense qu'il a au contraire beaucoup lu. Je vais simplement dire qu'il enlève à son lecteur la possibilité de sortir un moment de sa propre prose. Ça sert à ça, les notes en bas de page. On pourrait faire une série de conférences sur les notes en bas de page. Ça peut servir à asseoir une autorité de type académique, mais ça peut aussi, très modestement, comme chez Warburg souvent, faire en sorte que l'auteur dit « Eh bien, moi, l'auteur, je ne suis pas suffisant. Allez lire ça et ça aussi. » Mais Malraux, c'est Chateaubriand, c'est Valéry. Il est l'inventeur de tout ce qu'il dit. Donc, il va, par exemple, il ne va pas prendre soin de dire que Maurice Denis a écrit quelque chose de très fameux, ou alors il pense que tout le monde le sait, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Maurice Denis qui disait « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain nombre assemblées. » Dans la métamorphose des dieux, dans l'intemporel, Malraux écrit simplement tel quel. Un tableau, avant d'être un cheval de bataille ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, couverte de couleurs, assemblés selon l'ordre qui les émancipe du temps. Et ça, il a donc rajouté à cette citation, qui n'est pas explicite, mais il a rajouté le fait que l'art est quelque chose qui, grâce aux couleurs, aux surfaces planes, nous émancipe du temps. Il y a toute une réflexion qu'on pourrait faire, que je ne vais pas développer plus avant, sur la question de la citation. La question de la citation est essentielle. Vous le voyez dans l'exposition Donatello, déjà, elle est essentielle dans l'histoire de l'art en général. Elle est essentielle dans la modernité en particulier. Ce que Malraux a pris en compte de façon admirable, c'est que les œuvres d'art sont citables. D'ailleurs, là-dessus, il est complètement proche de penseurs de type Walter Benjamin ou Bertolt Brecht, la citation. Les œuvres d'art sont citables grâce à la photographie. Ce qui est étonnant, c'est que cette mise à disposition de citations, puisque chaque œuvre d'art dans les recueils, elle a quand même une légende, donc on sait où c'est, on sait d'où ça vient, mais pas les citations de texte. Donc ce qu'il accepte pour les images, il le refuse à la pensée écrite. Jusqu'à, comment dire, je ne parle même pas de son autorité et de son ministère en tant que ministre de la Culture, jusqu'à reclore l'histoire de l'art sur sa propre personne, bien sûr, dans cette exposition immense dont on a, je pense, j'ai vu juste le catalogue, je n'ai pas vu l'exposition de Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, au même endroit, est une sorte de répétition de ce geste inaugural qui consiste en fait à réinventer plus ou moins bien, ça c'est discutable, une histoire de l'art, mais surtout à se mettre au centre de cette histoire de l'art. Ça, je vous montre quelques pages du catalogue de l'exposition de la Fondation MAG en 1973. On comprend, Malraux est cohérent lorsqu'il dit que l'histoire de l'art qui se raconte à travers les différents épisodes du musée imaginaire est tout autre chose qu'une histoire. Sa principale intervention, elle consiste à invoquer la création artistique selon une valeur intangible. Au bout du compte, on aura cette formule fameuse, également reprise par Jean-Luc Godard, la monnaie de l'absolu. Il y a une prose immense, il y a des énumérations épiques, il y a des digressions, il y a des montages surprenants, tout ça, mais il y a un centre. Le centre, c'est ça, c'est l'art comme absolu, c'est l'art comme éternité face au relativisme du champ historique. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant que certains commentateurs de Malraux aient pu faire une lecture jungienne en termes de temps archétypal au sujet de la psychologie de l'art, une psychologie, ou que par exemple l'esthétique de Malraux ait été interprétée à travers les métamorphoses de la notion de sacré, comme dans le livre de Jacqueline Machabéis en 2001. Le plus étonnant, c'est que, je le répète, ce que je viens de dire à l'instant, ce qu'il a si bien décloisonné dans ses albums d'images, dans le travail sur les images, il le reclôt dans sa pensée, dans les notions qu'il met en place. Les images sont disséminées,
Mais la pensée de l'art est une pensée de l'art en tant que réunifié. Alors je passe, hein, mon but n'est pas du tout de décrire le système de Malraux s'il en a un. Je pense qu'il n'en a pas d'ailleurs exactement, mais vous trouvez dans le musée imaginaire, en 1947, dès le départ, des stéréotypes esthétiques, de l'esthétique classique. Le beau idéal, dès le départ, le génie, la recherche des origines, par exemple, ça c'est une manie voilà, si on lit Benjamin, ou même si on lit Marc Bloch, on ne fait plus des choses comme ça. Mais c'est une manie qui existe encore aujourd'hui chez beaucoup d'historiens, c'est de dire, voilà, ça a commencé tel jour, telle date, voilà. Donc, par exemple, dans le musée imaginaire, les mains des régentes de Frans Hals sont peut-être le premier accent agressivement moderne de la peinture. Voilà, pourquoi pas. Et on retire l'impression, alors, en lisant Les Voix du silence, que Malraux ressent à chaque page, à chaque paragraphe, sur chaque exemple, la nécessité impérieuse de... Vous voyez, il prend les mains, c'est un très beau choix, c'est un très beau cadrage, en effet. Mais enfin, tout à coup, ce cadrage qu'il a choisi, qui est donc arbitraire d'une certaine façon, mais pour moi, ce n'est pas péjoratif de le dire, c'est un choix, mais ça veut dire la naissance de l'art moderne, plus ou moins, en tant qu'agression. Enfin, voilà. C'est le désir, quand il écrit, de nous sidérer, de faire comme le maître zen. Boum, un coup de bâton. C'est de déclamer lapidairement, c'est de dire tout à coup une vérité générale, mais cette vérité générale, souvent, révèle sa nature de poncif. Par exemple, le style. Le style. Je cite, « Le style ne nous apparaît plus seulement comme un caractère commun aux œuvres d'une école, d'une époque, conséquence ou ornement d'une vision, il nous apparaît comme l'objet de la recherche fondamentale de l'art, dont les formes vivantes ne sont que la matière première. Et à « qu'est-ce que l'art ?» point d'interrogation, nous sommes portés à répondre ce par quoi les formes deviennent style. Ce qui est une formule... pour moi, c'est un poncif, on le lit chez d'innombrables auteurs avant lui. En même temps, par rapport aux objections qu'on m'a faites la dernière fois, il est vrai que, par exemple, cette phrase, « Qu'est-ce que l'art ?» Nous sommes portés à répondre ce par quoi les formes deviennent-ils. Eh bien, Jean-Luc Godard ne cesse de ressasser cette phrase. Il faudrait lui demander à quoi elle lui sert. Un autre thème, c'est l'âme qui habite toute œuvre d'art digne de ce nom. Par exemple, dans Les Voix du silence, toujours. Ce qui rend l'art de Giotto irréductiblement chrétien, c'est que la vie intérieure est présente dans tous les visages. Autre thème, l'émotion. L'émotion comme caractéristique de l'expérience sensible, esthétique. Comme toute conversion, la découverte de l'art est la rupture d'une relation entre un homme et le monde. Elle connaît l'intensité profonde de ce que les psychanalystes nomment les affects. Très bien, mais point. Ça reste une grande vérité. Et c'est une vérité émise, je dirais, par un grand témoin. Malraux, c'est un grand témoin. Je le dis avec un ton critique, vous avez bien compris. En même temps, il y a quelque chose chez lui qui montre que c'est ce qu'il y a peut-être de plus émouvant dans son travail. Ce qui me semble émouvant, c'est que c'est un homme, n'oublions pas, qui a eu l'expérience, qui a des expériences de plusieurs guerres. C'est un homme d'action. Donc, c'est un homme qui a l'expérience de l'histoire au sens de l'histoire la plus dure qui soit. Alors, la création artistique est pour lui l'acte spirituel
unilatérale de rédemption. Je cite les voix du silence. Pour retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. La guerre écrase l'homme, l'art sauve l'homme de ce qui l'écrase. Il serait très intéressant de comparer la position de Malraux avec une position de quelqu'un qui lui était strictement contemporain, c'est-à-dire Bertolt Brecht, qui disait juste le contraire. Je cite Brecht dans un texte de 1940 intitulé « Exercice pour comédiens ». Il s'adresse donc à des acteurs. Le désordre du monde, voilà le sujet de l'art. Impossible d'affirmer que sans désordre, il n'y aurait pas d'art, et pas davantage qu'il pourrait y en avoir un. Nous ne connaissons pas de monde qui ne soit désordre. Quoique les universités nous susurrent à propos de l'harmonie grecque, le monde d'Échille était rempli de lutte et de terreur, et tout autant celui de Shakespeare, et celui d'Homère, de Dante et de Cervantes, de Voltaire et de Goethe. Si pacifique que parut le compte-rendu qu'on en faisait, il parle de guerre, et quand l'art fait la paix avec le monde, il l'a toujours signé avec un monde en guerre. Voilà deux positions, bien sûr, qui s'opposent très fortement. Le discours que tient, par exemple, Malraux sur Rembrandt dans Les Voix du silence, dans Le soir où dessine encore Rembrandt, toutes les ombres illustres et celles des dessinateurs des cavernes suivent du regard la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil. Et cette main dont les millénaires accompagnent le tremblement dans le crépuscule tremble d'une des formes secrètes et les plus hautes de la force et de l'honneur d'être homme. L'art, dans cette économie, n'a pas évidemment le rapport que je viens de citer, très dialectique, que Brecht énonce entre l'art et la guerre. Mais je reviendrai de plus en plus précisément jusqu'à la semaine prochaine sur ce thème. C'est quoi la main dont les millénaires accompagnent le tremblement dans le crépuscule? Dans cette citation sur Rembrandt, c'est l'art. L'art en tant que présence éternelle. Présence éternelle. Paradoxe philosophique. C'est présent parce que cela agit sur nous à chaque instant, c'est-à-dire la beauté de la sculpture là, de Michel-Ange ou des eaux fortes de Rembrandt. Elle est là, devant nous, à chaque moment. Il suffit d'aller au musée. Voilà. Mais elle est éternelle parce qu'il s'agit depuis toujours, depuis les cavernes, comme le dit cette citation, depuis les millénaires, parce que depuis toujours et pour toujours, l'art nous enseigne ce que c'est qu'être homme avec H majuscule, c'est-à-dire l'homme spirituel, présent, éternel et bien sûr spirituel. C'est extrêmement important. L'art représente aux yeux de Malraux, dit-il, le véritable esprit. De quel esprit parle-t-il? Ce n'est pas très clair. Je pense qu'il y a quelque chose à voir vaguement avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel, mais vaguement, et de façon bien plus précise peut-être, avec l'esprit des formes, le grand livre d'Élie-Faure, publié en 1933, publié bien avant. En 1933, le livre d'Élie-Faure en était à sa 16e édition. Non, c'est un livre bien avant. La première édition, elle est de 1921. Dans les toutes premières pages du Surnaturel, premier volume de la Métamorphose des dieux, Malraux écrira bien plus tard « Le musée imaginaire n'a d'autre lieu que l'esprit. » L'esprit. Alors c'est ça mon point de vue. Bien sûr qu'il est discutable. Mon point de vue, c'est que l'esprit, c'est un domaine immense, bien évidemment,
Mais nonobstant l'immensité de l'esprit, moi, je persiste à penser que tout ce discours est un discours pour reclore quelque chose, pour reclore le champ esthétique, qui tente de suturer d'une certaine façon ce que les premières intuitions benjaminiennes, la reproductibilité, tout ça, tout ce qu'on a vu au début, avaient ouverte décisivement. Il y a plusieurs façons d'ouvrir, comme je disais tout à l'heure. Il y a une faille quelque part. Comme vous le savez sans doute, en 1956, pas longtemps après le musée imaginaire, le musée imaginaire de la sculpture mondiale, il y a quelqu'un qui s'engouffre dans la faille, c'est Georges Dutuit, qui publie ce livre extraordinaire qui s'intitule, évidemment par polémique, « Le musée inimaginable ». C'est une forme directement rivale du musée imaginaire, c'est donc une forme spéculaire, c'est très ressemblant sur bien des points, c'est un livre à plusieurs volumes ou épisodes, c'est un livre écrit dans une prose également très belle, lyrique et assertive, autoritaire d'une certaine façon. C'est un livre, lui aussi, proposant un album de montage photographique extraordinaire d'œuvres d'art. C'est son musée imaginaire à lui, mais lui, il dit inimaginable pour contester point par point, je ne vais pas du tout entrer dans le détail, le point de vue de Malraux. Dutuit, dans ce livre, dit qu'il défend l'art contre son plus redoutable défenseur, Malraux. Il dénonce ce qu'il appelle le coup de Gandhara, c'est-à-dire ce que je vous ai montré la dernière fois, l'ange de Reims et puis la tête de Gandhara, je vous le remontrerai tout à l'heure peut-être. Il déconstruit la façon dont Malraux invente, selon lui, un mystère de l'Orient ou le miracle du sourire grec, etc., etc. Il renvoie dos à dos Walter Benjamin et André Malraux. Il n'aime pas du tout non plus Benjamin. Et il se lance dans des dialogues remarquables. Il y a de très très belles inventions, il y a de très beaux montages, entre l'art d'Extrême-Orient par exemple, très souvent, et puis des artistes tels que Tintoret, Turner, Whistler, Seurat, Manet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Paul Klee, Miro, Masson, Mathieu, Pollock. Il y a Pollock, lui, dans cette iconographie. Ou Marc Tobet. Vous voyez de l'art chinois avec du Cézanne ou du Toulouse-Lautrec. On reconnaît Matisse avec l'art byzantin, on reconnaît Paul Klee. Calligraphie, Marc Tobet. Je vais me pencher plus précisément sur quelqu'un qui a suivi cette polémique de très près. Depuis le début, dès la fin des années 40, c'est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, donc, va rendre compte en même temps du musée imaginaire et du musée inimaginable, de Malraux et de Georges Dutuit, en suggérant d'abord que ces deux positions antagonistes doivent être considérées comme deux lectures divergentes du même texte que je vous avais cité au tout début de Paul Valéry sur la conquête de l'ubiquité. C'est Paul Valéry le point de départ, là aussi. Dès 1945, dans des textes sur les romans de Malraux, Blanchot avait très bien repéré ce mélange surprenant de modernisme, voire même d'esprit révolutionnaire, d'un côté, et puis de ce qu'il appelle le retour aux valeurs éternelles. Il écrivait dans un texte intitulé « Notes sur Malraux » 1945, que vous retrouvez dans La Part du Feu. Il écrivait « Ce qui est au cœur de ces livres, sous les formes les plus variées, c'est une exigence absolue, toujours prête à sacrifier tout le reste, mais qui en même temps ne se suffit pas à elle-même et veut le maintien des valeurs sacrifiées.
Ah, c'est très beau. Donc, le musée imaginaire fait d'un côté l'éloge de cette fiction contingente qui consiste à dire eh bien, je vais récolter des photographies et puis je vais faire quelque chose avec ça. C'est contingent, c'est créer une fiction. Mais en même temps, le but, c'est de se réassurer sur quelque chose qui n'est pas du tout fictif pour Malraux, c'est le réel non contingent, le réel absolu de l'art. Les deux choses ensemble. Blanchot voit dans ce mouvement même un retour à une conception de l'art qu'il pense calquée sur Hegel. Encore une fois, Hegel, l'esprit, l'éternité du sens, l'éternel présent. Et là où Blanchot a une intuition fondamentale, c'est qu'il dit « il y a là, quelque part, un privilège exorbitant dont l'art se trouve investi par Malraux ». Blanchot lui-même répond à ce qu'il appelle ce privilège exorbitant où l'image de l'art serait la solution à tous les désastres de l'histoire. Dans le texte magnifique de 1951 sur les deux versions de l'imaginaire, qui est un texte extrêmement dialectique, qui est d'ailleurs un texte tout à fait contemporain de l'autre texte sur Malraux, intitulé « Le musée, l'art et le temps », 1951. Blanchot suggère ceci. L'image capable de nier le néant, et ça c'est, grosso modo, si vous voulez rapidement, Sartre-Malraux, est aussi le regard du néant sur nous. C'était une façon de prendre ses distances avec Malraux, dont, dit Blanchot, les idées qu'il développe ont leur caprice, sont promptes, soudaines, puis elles demeurent sans fin, disparaissent, reviennent. Comme elles s'affirment souvent en des formules qui leur plaisent. C'est beau, c'est des formules qui leur plaisent, qui plaisent à elles-mêmes. Elles croient s'y définir et cet accomplissement leur suffit. Mais le mouvement qui les abandonne les rappelle, le bonheur, la gloire d'une nouvelle formule les attire hors d'elles-mêmes. Il y a chez Malraux quelque chose que Blanchot nomme une extériorité. Et cette extériorité, pour le dire assez vite, ça serait l'une des deux faces de ces deux versions de l'imaginaire. Ça serait ce que Blanchot appelle le bonheur. Faire une image, voir la Joconde. Quel bonheur! Oui, bien sûr, bonheur. Lumineuse auréole formelle de l'image. Oui, bien sûr. Et c'est ça que cherche Malraux en mettant des auréoles derrière ces détails de sculpture dans son musée imaginaire. Ça, c'est un aspect, le bonheur, le premier aspect, la première version. Mais ce que dit Blanchot, c'est que l'image a un fond bien plus redoutable, inapaisable et non sublimable. Là où tout est sublime chez Malraux, Blanchot va nous parler de quelque chose de non sublimable, en écho d'ailleurs avec la citation que j'ai faite de Rilke au tout début, comme une citation d'Exergue, qui est le rapport entre le beau et l'horrible, que l'on va retrouver tout à l'heure. Cette deuxième version, cette autre chose non sublimable, c'est ce que Blanchot appelle la ressemblance cadavérique. C'est ce qu'il appelle la dépouille. Penser désormais l'image, non pas selon sa part sublime, ça c'est Malraux qui le fait très bien, mais selon sa part maudite. Là où Malraux proposait un humanisme de l'art fondé sur l'espoir que dans les images de l'art, l'homme se fait, l'homme se réalise, l'homme s'idéalise, l'homme se ressuscite, se rédime, etc. Blanchot en appelle à une anthropologie bien plus paradoxale,
où il dit que l'homme, et c'est une magnifique expression, peut être aussi défait selon son image, rappelé au réel de la mort et de l'informe. C'est tout le développement sur la ressemblance cadavérique. Cela, bien sûr, chez Blanchot, est directement en lien avec ce que développait son grand ami Georges Bataille. Georges Bataille avait développé ça dès la fin des années 20, notamment à travers les singuliers montages iconographiques de la revue Document. Blanchot se référait à cette anthropologie de Bataille qui elle-même n'était pas pensable sans les travaux souvent cités par Bataille, notamment de Marcel Mauss. Je rappelle que l'année même du Musée imaginaire, 1947, Denise Paulme, qui était la collaboratrice de Malraux, elle lui a rédigé les notices pour les images africaines. Denise Paulme publiait ce livre extraordinaire de Marcel Mauss, intitulé « Manuel d'ethnographie », dans lequel tout un chapitre est consacré à l'esthétique. Une autre anthropologie des images, c'est celle dont quelqu'un comme Karl Einstein, par exemple, pouvait évoquer dans le Paris de la fin des années 20, c'est bien sûr l'anthropologie de la Warburg. Je rappelle que la revue Document avait demandé un texte à Panofsky et à Saxel, via bien sûr Karl Einstein. Avi Warburg, maître de Panofsky, qui avait inventé cette méthode iconologique révolutionnaire où l'histoire de l'art sortait déjà complètement transformée. Il est bien évident que Warburg était peu connu comme auteur à l'époque, et on ne peut pas faire grief à Malraux de n'avoir pas connu Warburg. Tout au moins, l'Institut Warburg était célèbre. Il était célèbre à Londres à partir de 1939 et surtout à la fin de la guerre. Mais il est de fait que ni Warburg, ni Saxel, ni Panofsky, ni Cassirer, etc. n'apparaissent une seule fois dans les écrits sur l'art d'André Malraux. Mais je voudrais faire, comme je vous avais dit, ces conférences sont une réponse à la question d'un ami. Donc, je vais lui répondre là, juste un peu plus précisément maintenant, puisque cet ami me demandait « Mais pourquoi dans ton propos sur Warburg, tu n'as pas mis le musée imaginaire comme un moment warburgien ?» Je vais donc très rapidement vous suggérer des différences qui, à mes yeux, séparent un album iconographique tel que Malraux a pu l'inventer ou le développer et un atlas iconologique tel que Warburg a pu le concevoir dans son fameux Bilder Atlas, Mnemosyne, l'atlas d'images Mnemosyne. Les deux, l'album, l'atlas, sont des dispositifs visuels qui sont conçus pour nous présenter l'histoire des images autrement que comme une histoire simplement chronologique. Ça, c'est leur point commun. Vous remarquerez déjà dans ce que je vous montre là qu'en général, l'album de Malraux dispose une seule image par planche, en sorte que les comparaisons se font de façon, vous savez, un petit peu comme chez Wölfflin. On compare ou on apparie, là vraiment les deux statues sont dans une relation de grande fraternité, bien sûr. Mais quelquefois, ce sont des contrastes. Vous voyez bien qu'à droite, le système de Warburg, c'est pas deux images, c'est une multiplicité d'images, et donc les comparaisons ne sont pas binaires, mais multipolaires. Deuxième différence, l'album de Malraux me semble viser une continuité, une sorte d'équivalence entre les arts de toutes les latitudes, en particulier par son opération que j'ai essayé de décrire la dernière fois, de standardisation des effets lumineux, des cadrages, qui suggèrent le plus souvent une même dimensionnalité,
presque toutes les images du musée imaginaire sont anthropomorphes. Vous avez souvent des gros plans ou des plans américains, on pourrait dire. L'Atlas de Warburg, au contraire, démultiplie toutes les sortes de cadrages et d'échelles. Ici, par exemple, vous avez des objets de tailles différentes, et puis vous avez même en bas à droite une sorte de mise en abîme, puisque c'est une photo d'un autre atlas qu'il avait fait précédemment, d'une exposition. Donc il y a une sorte de démultiplication d'échelles. Dans une autre planche, vous avez par exemple une photo de l'arc de Constantin de Rome, immense, et juste à côté, il y a une photo aussi grande, mais d'un camée. Donc il y a un objet minuscule qui est démesurément agrandi de façon à modifier complètement les questions d'échelle. Ici donc on est chez Malraux dans une échelle clairement anthropomorphe. Dans la planche que je vous montre à droite, vous avez tout à fait à gauche de l'image 3 exemples de tailles très différentes. Je parle des œuvres originales de Delacroix. Mais vous avez aussi des timbres-postes. Au centre, vous avez en bas, vous avez des monnaies, des timbres-postes. Cette photo de la golfeuse, voilà, la golfeuse qui intervient à côté de la Médée de Delacroix. Donc il faut, on se dit que l'opération est assez compliquée. Vous avez même tout à fait au centre de, ah bah oui, on m'a passé un petit, voilà. Les Delacroix, la golfeuse, des timbres-postes. Ici, par exemple, c'est un ange qui ressemble d'ailleurs à l'une des œuvres qui sont exposées dans l'exposition Donatello, là à côté. Mais il se trouve que c'est une publicité pour un papier toilette allemand de l'époque. Voilà, donc multiplication des niveaux. Là, bien sûr, unification des niveaux dans une sorte de dramaturgie tout à fait différente. Unité de l'art d'un côté, dissémination et migration, c'était un des mots préférés de Warburg, Wanderungen, les migrations d'images. Les images ne se comprennent que par leur migration. De la sorte, Warburg ne cherchait pas à définir l'unité d'un domaine. Il savait bien qu'entre cette magnifique Médée de Delacroix et une publicité pour le papier toilette ou même un timbre, il n'y a rien à voir en termes de qualité ontologique, esthétique, tout ce que vous voudrez. Simplement, lui, il avait un point de vue sur les circulations de ces choses-là. N'oubliez pas que le timbre-poste, qui était un objet que Warburg affectionnait, c'est par excellence une image destinée à traverser les frontières. Ça sert à ça. Ça fait déjà 4 différences que je viens de vous noter. Une 5e, c'est que chez Malraux, la mise en différence de 2 œuvres, ici donc le Christ de Donatello et le Saint Jean-Baptiste de Rodin, vise en général à réduire cette différence et à suggérer un plan supérieur qui serait ce qu'il appelle la métamorphose du style. Tandis que chez Warburg, ces différences créent de véritables brèches qu'il est extrêmement difficile de suturer. Je dirais que là où il y a des métamorphoses du style chez Malraux, il n'y a que des symptômes dans la temporalité chez Warburg. Et dans l'exemple warburgien que je vous montre, où il y a plusieurs références donc au même artiste, à Donatello, ici la Judith, ici une œuvre que vous avez donc dans l'exposition, là que vous pouvez voir en vrai, mais la façon dont il met en jeu une iconographie chrétienne, et puis il montre au fond, la façon dont Donatello, par le recours à l'iconographie païenne, à la fois brutale et subtile, met en crise profonde toute l'iconographie chrétienne. C'est une iconologie de la crise, Warburg.
On pourrait dire une autre différence, c'est que Warburg est relativement plus modeste que Malraux dans son ambition géographique. Au fond, tout le travail de Warburg se cantonne à l'Europe et au bassin méditerranéen, encore que il est quand même allé voir les Indiens Hopi en 1895 et il les a photographiés. Mais enfin bon, ça entre pas dans son histoire de l'art de plein droit comme ça. Et que Malraux, en revanche, a ouvert le champ artistique à toute la production mondiale, universelle. Mais c'est qu'il cherchait deux choses très différentes. Warburg ne cherchait pas à dire l'art méditerranéen, c'est ça, ou l'art européen, ou l'art occidental, pas du tout. Il cherchait ce qu'on peut appeler les missing links, les chaînons manquants, de la transmission des formes et des significations, justement dans ces processus de migration. Les deux mots principaux de Warburg, c'est migration et c'est survivance. Et c'est la même chose, les migrations sont à l'espace, ce que les survivances sont dans le temps. Tandis que Malraux, qui cherche aussi bien dans l'espace que dans le temps une espèce de principe générateur, se tient donc bien plus du côté de l'archétype. Je cite par exemple les Voix du silence, de la naissance d'Aphrodite au Saturne de Goya, au crâne aztèque de cristal, les archétypes radieux ou funèbres que l'homme apporte répondent au sursaut du grand sommeil troublé que l'humanité poursuit en nous. Fin de citation. Je vois là une sorte de facilité conceptuelle qui nous permet de comprendre qu'en réalité, peut-être l'ambition de Malraux, finalement, elle est moins considérable que celle de... C'est étrange, parce que Warburg, il était très modeste. Mais, je répète, on peut ouvrir de deux façons. On peut ouvrir pour faire des grands cercles et on peut ouvrir pour faire des brèches définitives. Une septième différence, ça serait que dans l'exemple que l'on peut donner sur le domaine mésopotamien, voici grosso modo à gauche ce que montre Malraux du domaine mésopotamien. En réalité, la série, là aussi je cadre bien sûr, il y a 23 images, mais elles sont toutes anthropomorphes, avec en plus seulement 2 figures animales. Warburg, lui, commence avec des objets mésopotamiens qui sont simplement stupéfiants, qu'au premier abord, aucun historien de l'art, même assez calé, mais bon, les spécialistes de la Mésopotamie voient tout de suite ce que c'est, mais seulement eux peuvent reconnaître dans cette planche numéro 1, en plus, c'est la première planche de l'Atlas de Warburg, qui sont difficiles à verser dans le panthéon d'un univers des formes. Ce sont des formes informes. Ce sont en fait des représentations de viscères d'animaux, de moutons, qui servent à la divination. Alors là, vous voyez que chez Warburg, on a une sorte de subversion de l'anthropomorphisme traditionnel des albums d'histoire de l'art dont Malraux reprend systématiquement le principe, avec cette espèce de proportionnalité normale du corps humain. Donc, Warburg, lui, il est dans une économie extrêmement impressionnante, où, alors je signale, ici, c'est au British Museum, 17e siècle avant Jésus-Christ, et ici, c'est le fameux foie de Piacenza, un objet étrusque qui a fasciné Joseph Beuys, qui est un objet du 1er siècle ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on a dans cet arc-là, on a 16 siècles. Voilà, il y a une espèce de... Et en plus, Warburg traite un domaine, ce domaine qu'il appelait lui-même celui qui met en relation ce qu'il appelait les monstra et les astra, c'est-à-dire ce qui est tout à fait caché en nous
Les monstra, c'est les pulsions, c'est les viscères. Donc il commence son histoire de l'art, je rappelle, c'est la planche 1. Il commence son histoire de l'art avec une représentation de viscères animales. Monstra, astra. Astra, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'était l'Atlas, avec le système cosmologique sur les épaules. Et entre les deux, il y a l'homme qui s'agite. Ici, il ne s'agite pas parce qu'il est dans une position justement de représentation de pouvoir, mais l'homme qui intéresse Warburg, c'est l'homme qui s'agite, c'est-à-dire l'homme animé de gestes. Vous savez que le principal sujet est pratiquement de l'Atlas de Warburg, ce sont les gestes humains, ce qu'il appelait les pathos formels. Et dans sa tâche d'établir cette histoire des gestes, Warburg ne reculait jamais devant la documentation ethnographique la plus triviale, là où le musée imaginaire hésite beaucoup à faire entrer les corps vivants dans l'art. Dans toutes les voix du silence, si je me souviens bien, il y a seulement 3 images où l'on voit qui traitent de la question de la chorégraphie, si vous voulez, notamment celle-là. Alors que Warburg, de façon beaucoup plus sauvage, c'est le cas de le dire, avait fait lui-même cette photo des fêtes de Umikachina chez les Hopis, voilà, en 1895. Une 8e différence, j'ai fait des numéros, je crois que c'est la 8e, c'est que le musée imaginaire, en tout cas dans sa version à la fois première édition et celle-là, c'est un ouvrage de luxe, 73 €. Ce sont des ouvrages de luxe. Ce sont des ouvrages, unifiés par l'autorité littéraire, l'autorité de l'auteur. Ce qui justifie de vous montrer cette image, un petit peu de Narcisse mélancolique, couché au milieu de son montage, si vous voulez. La position de Warburg est une position également autoritaire, c'est un autre genre d'autorité. Son atlas ne fut pas conçu comme un livre d'art du tout, mais comme une espèce d'outil ou de table de travail. Quand il pose plutôt en donnant le fauteuil à Gertrude Bing, son assistante, voilà. Moins emphatique. Et puis, il y aurait une comparaison stylistique à faire. Warburg avait une opinion extrêmement désastreuse de son propre style. Il disait qu'il avait un style de soupe d'anguille. Mais en fait, le style de Warburg est un style pointu, précis, rare, sans aucun charme, fatigant de modestie. C'est fatigant de référence. Voilà. Et puis l'autorité et c'est une autorité donc impersonnelle. L'autorité de Malraux serait fatigante pour une raison inverse. Trop personnelle, trop peu modeste, etc. Et que les espaces donc où travaillaient l'un et l'autre, évidemment, ce n'était pas dans un salon que travaillait Warburg, mais dans une bibliothèque partagée, dans un institut de recherche. Vous savez que, par exemple, dans cette bibliothèque de Hambourg, la fameuse bibliothèque de sciences de la culture, Warburg demandait à tous les lecteurs, tous ses amis, de tenir le journal de cette bibliothèque. Donc c'est un journal à 15 voix, 20 voix. Ce n'est pas un journal personnel, donc chacun écrivait comment il avait passé sa journée, avec quel livre, qu'est-ce qu'il avait découvert, etc. Ça a été publié.
dans le fameux texte de Benjamin que j'ai cité au tout début, qui pour moi est une référence extrêmement importante, l'auteur comme producteur, Benjamin dit à un moment donné, voilà ce qu'il faudrait arriver à faire. Il faudrait arriver à ce que ce soit le travail lui-même qui prenne la parole, et pas l'auteur. Que le travail avec les différents acteurs de ce travail, l'auteur, le lecteur, Roger Paris, Albert Beuret, que tout le monde prenne la parole et que ce soit au fond le travail lui-même qui finisse par prendre la parole. Comme je l'ai dit la première fois, la première conférence, Malraux incarne l'auteur comme producteur, mais selon une version qui serait en quelque sorte luxueuse. Directeur artistique. Et cette relation de l'auteur comme producteur, elle a une autre conséquence. Dans le texte de Benjamin, il y a une notation vraiment très très importante. Il dit « Les artistes modernes sont des gens qui feraient bien de dialoguer avec les autres arts, avec les artistes d'autres disciplines, avec, vous voyez, dialoguer, discuter. » Alors, qu'en est-il de Malraux? Par-delà son immense connaissance, il me semble que, en particulier, la clôture esthétique de son travail a pour conséquence ce que j'appellerais une relation oublieuse. Il a oublié de dialoguer publiquement et de tout simplement de rappeler s'il a eu des dialogues avec tous les gens qui ont travaillé autour de lui et avant lui, notamment dans les années 10, 20 et 30. Je rappelle que le musée imaginaire, c'est 1947. Il y a des modèles du musée imaginaire. Je vous donne juste quelques exemples et puis je m'appesantirai sur l'un de ceux-là. Regardez cette double page du Blaureiter, 1912. Mais vous comprenez tout de suite ce qui se passe. La désarticulation de l'espace chez Delaunay à gauche, voilà, il y a une suggestion que dans l'espace du Gréco, il y a quelque chose de cet ordre. 1926, la revue Querschnitt, à laquelle participait Karl Einstein. Celle-là est carrément encore plus, je dirais, elle n'est plus seulement... Vous voyez que dans le Blaureiter, on va d'une peinture à une autre, tandis que là, on va d'un exemple artistique à une photographie qu'on pourrait dire ethnologique. Et plus ça va, plus le Querschnitt montre des apparences de critique sociale, de critique du colonialisme, de discours sur l'histoire contemporaine. C'est-à-dire qu'on passe de l'art à ce qui se passe dans la vie publique, sociale, politique. Vous avez bien sûr... Malraux connaissait ça par cœur, c'est évident. Je vais d'ailleurs vous le montrer avec des exemples. Il y a aussi la conséquence. Le Querschnitt que je vous ai montré juste avant, c'est 1930. Là, ce que je vous montre, c'est la revue Document, un an avant. Donc, tout ça est extrêmement contemporain, Document, et puis avec Karl Einstein comme personnalité pouvant faire le pont entre le travail des Allemands et celui des Français. Et puis chez les Allemands, vous avez quelque chose d'absolument magistral. Ce sont les livres publiés par le Bauhaus, les Bauhaus-Bücher, des années 20, dont je vous montre juste deux exemples, qui sont tous les deux dus au grand artiste, le plus grand, l'un des plus grands, Moholy-Nagy, donc qui a
publié 2 ouvrages, l'un qui s'appelle Peinture, photographie, film, Malerei, photographie, film, et l'autre qui s'intitule Von Material zu Architektur et qui n'a pas été traduit en français. Voici donc quelques images pour vous donner une idée de ce qui se passe. Là, c'est 1927, de ce qui se passe juste à côté, juste de l'autre côté de la frontière. Ce sont des doubles pages des livres de Moholy-Nagy. Et je vous fais remarquer que ce grand artiste n'oublie jamais de mettre la référence. Quand ce n'est pas lui qui a fait la photo, il le met. Et puis je vais prendre l'exemple de la revue Document, d'abord parce que c'est une chose qui est évidemment une source explicite. Enfin, Malraux ne pouvait pas ne pas connaître cette revue. Aujourd'hui, on a une consultation possible. Malheureusement, le fac-similé de Jean-Michel Place, je crois, n'est plus disponible. Mais je crois qu'on m'a dit que le site Gallica, vous pouvez voir toute la revue Document. Voilà, 1929-30. Je parle donc maintenant de la dette de Malraux à l'égard du travail éditorial de Bataille, Karl Enstein et Michel Leiris. J'en parle parce qu'elle est considérable et j'en parle parce que cette dette est totalement déniée et quelquefois reniée ou renversée. Je répète encore une fois mon argument. Malraux part d'un point de vue qui est admirable et qui est complètement lié aux avant-gardes artistiques dès 1915. Je vous rappelle, 1915, c'est tôt quand même. Karl Enstein disait, comme toujours, ici aussi, un processus artistique actuel a créé son histoire. L'histoire ne vient pas de quelqu'un qui décide d'aller vers le passé. L'histoire, c'est quelque chose qui nous revient dans une urgence ou un danger, comme disait Benjamin, actuel. Ce qui paraissait auparavant dépourvu de sens a trouvé dans les plus récents efforts des sculpteurs sa signification, car ce qui prend de l'importance historique est toujours fonction du présent immédiat. Karl Enstein, La sculpture nègre, 1915. Malraux est parti de là. C'est un choix qui est inhérent à toute l'entreprise du musée imaginaire. C'est en cela que c'est admirable. Et c'est un choix qui allait dans le sens d'une ouverture des frontières disciplinaires. Et cette ouverture des frontières disciplinaires, c'est la revue Document dans les années donc 1929-30 qui la réalise de façon vraiment extraordinaire. Document, vous vous souvenez, il n'y a pas seulement le mot beaux-arts, il y a le mot doctrine, archéologie, ethnographie. Archéologie. Question archéologie, on trouve dans le document un éventail impressionnant d'études ponctuelles, remarquablement illustrées sur la préhistoire. On parle de Sumer, on parle des arts archaïques de l'Orient méditerranéen, on parle des Cyclades, on parle de certains aspects négligés, notamment les intailles gnostiques étudiés par Georges Bataille, qui sont des objets époustouflants. On parle de la Chine, de l'art chinois ou japonais, relativement peu connu à cette époque-là. Il y a un article de Paul Pelliot qui s'intitule « Quelques réflexions sur l'art sibérien et l'art chinois à propos des bronzes de la collection Didier Weil » dans le premier numéro 1929 de Document. Il est évident que Malraux, dans Les Voix du silence, s'en inspire directement, qui prend même des clichés. Bataille écrit un article extraordinaire
sur les monnaies gauloises, intitulé Le cheval académique. Et là aussi, c'est dans le premier numéro, 1929. On retrouvera des choses extrêmement semblables en 1947 dans l'iconographie de Malraux, sans que jamais, bien sûr, il n'y ait aucune référence à tout ça. Quand Malraux parle des monnaies gauloises, il fait une sorte de déplacement, peut-être j'interprète un peu trop. Il dit « Ah, ça ressemble à du André Masson ». Bon, il se trouve qu'André Masson, c'était le meilleur ami de Bataille et c'était l'illustrateur de Histoire de l'œil. Bon. Dans le document, vous avez, par exemple, ces photos des objets trouvés dans la tombe viking de Oseberg. Ça venait juste d'être trouvé à cette époque. C'est dans le numéro 3 de 1929. Alors là, Malraux va reprendre même les photos elles-mêmes. Et vous voyez comment il fait. C'est vraiment significatif. Il crée un gros plan, hein, beaucoup plus, je ne peux pas dire anthropomorphe là bien sûr, mais zoomorphe en tout cas, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus intense, et puis il réinvente le fond, il nous fait un fond donc avec ses auras, enfin tout ce dont j'ai parlé la dernière fois. On trouverait bien d'autres exemples sur les réévaluations esthétiques des arts médiévaux ou des arts dits populaires ou primitifs. Bataille, Malraux. Bataille dans la grotte de Lascaux en 1954, Malraux dans la grotte de Lascaux en 1967. Je n'ai trouvé, mais peut-être je ne suis pas le meilleur spécialiste, ça c'est sûr, je n'ai trouvé, appel à témoin, je n'ai trouvé que vraiment 2 lignes élogieuses et peu généreuses de Malraux sur Georges Bataille. C'est dans un numéro spécial de la revue La Ciguë, consacré à Bataille en 1958. Je vous cite l'intégralité du texte de Malraux. « Je tiens depuis longtemps Georges Bataille pour un des vrais écrivains de ce temps et l'auteur de quelques-uns de nos meilleurs textes sur l'art. » Voilà, c'est fini. Je n'ai jamais vu de dialogue. Bien sûr qu'ils étaient faits pour dialoguer, ces deux-là, mais non, il n'y a pas eu de dialogue. Je parlerai plus tard, dans une autre conférence, des textes que Bataille, bien plus modeste et plus généreux, a consacrés à l'étude du musée imaginaire de Malraux, mais j'en reparlerai plus tard. C'est un peu comme avec Warburg, là où Malraux cherche à unifier son point de vue, Bataille cherche à le démultiplier en autant de documents qui sont choisis pour leur singularité. Alors, c'est évident que quand on feuillette de documents, c'est un musée imaginaire de fou complet, quoi. Vous vous dites Ingres, Sade, Braque, le Gros Orteil, Harpe, les abattoirs de la Villette, Delacroix, le Music Hall, Piranèse, les Pieds nickelés, Courbet, Eisenstein, Cézanne, les monstres anatomiques, Constable, Duke Ellington, Piero di Cosimo, avec, je sais pas, je vous montre juste quelques exemples. Le papier tue-mouche. À droite, c'est une des 2 illustrations, une des 2 pages d'illustration de l'article de Georges Bataille sur la notion d'espace. Le Gros Orteil et le masque sadomasochiste d'un des derniers numéros de l'année 1930. Vous sentez bien qu'entre Malraux et Bataille, il n'y a pas la même histoire de l'œil. À gauche, c'est l'illustration de l'article de Bataille intitulé « Œil, friandise cannibale ». Ne croyez pas que la simple différence est une différence littéraire. C'est-à-dire qu'avec Malraux, on aurait... Bon, je ne sais pas du tout comment nommer l'école littéraire à laquelle Malraux appartiendrait, mais bon, on pourrait dire Bataille, c'est surréaliste, et puis Malraux ne l'est pas. Mais ce n'est pas du tout ça. Le projet de Bataille, depuis document, d'ailleurs, le titre est très clair, ce sont des documents.
jusqu'à la revue qu'il a créée aux éditions de Minuit, Critique, revue exemplaire, aura été justement une véritable déchirure méthodique, une traversée méthodique des frontières disciplinaires. On ne peut pas penser ce qu'a fait Bataille sans Freud, sans Marcel Mauss, etc. Bon, enfin, voilà. Mais ce type-là d'ouverture est complètement absent, me semble-t-il, de l'autre genre d'ouverture que l'on trouve dans le musée imaginaire, où rien n'est refendu, rien n'est laid, rien n'est vulgaire. Dans le musée imaginaire, nous n'avons que les chefs-d'œuvre, nous sommes devant un trésor, nous sommes dans la zone la plus haute, nous sommes dans la sublimation ou dans l'idéalisation, ça c'est à discuter. En tout cas, une mémoire culturelle qui est fondée là-dessus. Dans les années 60, Malraux, je crois, peut-être je me trompe, oui, non, ça doit être dans les années 60, Malraux crée cette collection qui a duré des décennies, intitulée L'univers des formes. En 1961, Bataille publie l'un de ses derniers livres, Les larmes d'Eros, ouvrage dont l'iconographie est terriblement pénible, et pourtant il s'agit de l'art. Une iconographie refondue, je dirais, entre l'attrait de le plus délicat, vous avez le Corrège, l'aïeau du Corrège, etc., et la perversité la plus troublante, et même de cette perversité à l'horreur la plus terrible, la plus éprouvante, le supplice des 100 morceaux. On est bien loin de ce qui avait été établi par Malraux entre la galerie de la Pléiade et la bibliothèque de la Pléiade. On est bien loin de ça. Je reviens quand même, pour ne pas vous infliger ces images très dures, eh bien, ces belles choses qu'on voit dans nos musées. Les œuvres les plus civilisées, oui, se trouvent dans le musée imaginaire, mais il ne faut pas oublier, d'où aussi le sens de cette citation que j'avais faite de Rilke au tout début, que ces œuvres ont été digérées par notre civilisation et qu'on est sans arrêt mis dans une position d'en oublier la violence initiale. N'oubliez pas, Aphrodite, vous voyez bien d'abord que Persée, c'est pas très drôle, hein, cette histoire, il coupe la tête de la Méduse. Et puis n'oubliez pas qu'Aphrodite est née du sperme qui s'échappait du sexe de Ouranos, tranché par son fils Cronos. Donc c'est pas non plus très drôle. Je vous remercie. Merci Georges. Nous avons comme toujours un temps de discussion. Donc les personnes qui veulent poser des questions ou avancer des réflexions, vous pouvez lever la main. Pardon. Excusez. Merci. Oui. Vous avez terminé votre texte de la conférence d'aujourd'hui que vous avez publié sur l'exposition Malraux 1973. Alors, je suis beaucoup plus vieux que vous, malheureusement. Et donc, j'ai vu cette exposition quand j'étais encore assez jeune. Et elle nous semblait... ma génération était très imprégnée par Malraux. On peut dire ce qu'on veut. Bon, et le côté incantatoire, on était complètement là-dedans, sans rien comprendre de ce qu'il disait. Mais ça n'avait pas d'importance. Sa culture nous impressionnait. Il n'y avait rien d'autre à dire. Bon. Mais cette exposition, chez Mag, m'a semblé assez banale, parce que ce qui montrait, comme il n'y avait pas la comparaison, vos trois premiers exposés montrent l'importance du jeu des deux pages, où tout est relié à autre chose, tout est comparaison, tout est dialogue finalement.
Tandis que dans l'exposition, bon, il y a une succession de choses magnifiques, mais qu'on croyait un peu connaître, à cause de Malraux, en partie, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient... Et je voulais savoir votre impression là-dessus, si vous l'aviez vu, parce que vous êtes plus jeune que moi, donc mais vous pouvez trouver le catalogue existe, et moi, ça m'avait semblé un faux résumé, c'était l'opposé du musée imaginaire. Ça s'appelait musée imaginaire, parce qu'il fallait bien lui donner un titre, ou un titre de ce genre-là, mais c'était une exposition avec de très beaux tableaux. Et deuxième question, qui vous concerne peut-être plus, j'ai beaucoup apprécié votre texte sur Fra Angelico. Et cette comparaison avec un moment, quand on regarde un tableau, de ce que vous appelez le pan, c'est-à-dire un mélange de souvenirs devant telle ou telle toile. Et je crois que ce mot pan, vous l'avez utilisé pour la première fois, je crois, à propos de Proust. Et est-ce que dans ce que dit Malraux, vous retrouvez ce que vous écriviez à propos de Fra Angelico, qui était un des grands textes sur l'art contemporain, finalement. Fra Angelico qui devient Pollock, il faut le faire, bon, quand même. Et à cause de ce pan, c'est brusquement apparaît dans la naissance du Moyen-Âge quelque chose qui touche notre génération. Je m'excuse, les deux questions n'ont pas de rapport, mais je ne pouvais pas ne pas vous les poser. Et pardon de vous les avoir posées. Non, je vous remercie. Je vois même un rapport entre les deux aspects de votre question. Le rapport, c'est encore une fois la place de l'auteur, la question de l'écriture, de la littérature. C'est la question de la littérature. Alors, l'expo de la Fondation Mag en 73, eh bien non, je ne l'ai pas vu, mais je me suis procuré le catalogue, bien sûr. L'auteur avait complètement disparu. Enfin, il est venu, bien sûr. Mais l'auteur n'était plus là. Puisque c'est une exposition, alors, vous connaissez le lieu qui est magnifique, des toiles magnifiques, que notre génération connaissait déjà. Mais l'auteur n'était... Je veux dire, l'auteur, il fallait l'avoir lu avant, mais il n'était plus là. S'il n'y avait plus, on n'en parlait plus. Je veux dire, paradoxalement, il s'était effacé. Je ne sais pas si c'est un geste volontaire ou non. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que d'une part, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, hein, le catalogue de l'exposition est préfacé par Malraux et il y a toute une correspondance aussi, si je me souviens bien, c'est avec Caillois, etc. Mais là, ce que je vous montre là, c'est qu'en feuilletant les pages du catalogue, je m'aperçois qu'une photo de l'auteur, on pourrait dire aujourd'hui le commissaire de l'exposition, a autant d'importance qu'une photo d'une œuvre qui est exposée à la Galerie Mag. Donc là, imaginez, vous avez là l'expo Donatello, et puis vous avez une photographie aussi grande qu'un Donatello du conservateur qui a conçu cette expo. C'est pas possible. Donc là, le statut de Malraux est quelque chose de plus que celui qui a conçu l'exposition. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'il est au centre de cette exposition en tant que personnage principal. Ce que Bernard-Henri Lévy essaye de faire, je pense, un petit peu pareil. Maintenant, la question, vous avez posé deux questions, et la question est la même. Qu'est-ce qu'un écrivain? Quelle est l'autorité d'un écrivain? Alors, vous parlez de ma petite utilisation du mot « pan », qui est un mot, en effet, qui vient de la littérature, qui est un mot proustien. Donc, en effet, moi aussi, je pense que faire de l'histoire de l'art, c'est l'écrire. Écrire, c'est être écrivain. Bon ou mauvais, hein, mais c'est être écrivain. C'est-à-dire que faire de l'histoire de l'art est une discipline, Panofsky disait c'est une discipline humaniste, je pourrais rajouter que c'est une discipline, j'ai dit l'autre jour, philologique et philosophique, puis j'ai oublié de dire une troisième chose, littéraire.
L'histoire de l'art est une discipline littéraire parce qu'elle s'écrit et qu'on doit écrire des histoires, on doit écrire des aestheta, des sensations, quelque chose qui est senti. Donc on doit écrire. Décider qu'à un moment donné, dans la théorie esthétique, on va tenter de faire de ce mot, le petit pan de Mur jaune, de ce mot pan, une notion plutôt que simplement une invention poétique, c'est une attitude qui est un hommage évidemment à la littérature. Donc, loin de moi, là je suis totalement opposé à Gombrich, loin de moi l'idée de dire ce qui ne va pas chez Malraux, c'est qu'il est un écrivain. Surtout pas. Non, 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 j'admire ça. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, notamment épistémologiquement, une des premières questions qui m'a été posée, c'était ça. Et éthiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit sur l'art? Voilà. Donc, votre question était une seule question. Bonsoir. Bonsoir. Où êtes-vous? Yves Sarfati, ici, là. Ici. Yves, bonjour. Je me demandais, Georges, d'abord merci beaucoup, parce qu'en plus cette figure de Malraux, elle est à travers vous vue de manière beaucoup plus prismatique que le monolithe, que la représentation que j'en avais. Mais alors, je voudrais vous demander si, au fond, enfin je devine qu'il y a une interrogation qui vous taraude dans tout ce que vous nous dites depuis 3 soirs, c'est comment faire un livre d'art en 1947. Comment, 2 ans après, la guerre, vous n'en parlez jamais, mais elle est là tout le temps. Et pas seulement parce que vous nous avez parlé d'insurrection au début, et pas seulement parce que vous ne cessez de parler de la France et de l'Allemagne, et pas seulement parce que vous êtes l'auteur qui nous a appris à regarder une photo de chambre à gaz et des dessins d'enfants en camp de concentration. Mais la question, puisque le texte, je ne sais pas s'il est de vous, parce que vous n'avez bizarrement, au fond, jamais repris ce terme d'inconscient, mais il est cité 2 fois dans le petit opuscule qu'on a entre les mains à l'entrée, l'inconscient culturel. Je me demande s'il n'y a pas dans votre interrogation cette idée de qu'est-ce qui infiltre de l'extermination de cette guerre dans un livre d'art, d'une part, et d'autre part, vous nous avez prévenu, hein, la question de l'autorité qui vous obsède, vous nous incitez quand même à nous méfier de toute idolâtrie par rapport aux images. C'est aussi ça que vous nous dites. Et j'en aurais fini pour dire que ça distille tout votre discours, mais vous avez eu une phrase pour commencer que j'ai trouvée extrêmement frappante. Vous nous avez dit le premier soir, je voudrais pouvoir garder mes questions inquiètes et surtout pas l'industrie de la réponse. Et pardonnez-moi, mais à ce moment-là, j'ai pensé solution finale. Bon. Oui, c'est un jeu de mots totalement légitime, bien sûr. L'expression inconscient culturel, oui, j'ai écrit les petits textes et c'est vrai que c'est pas précis, mais dans le cadre d'un texte comme ça, dans un petit feuillet de présentation, il faudrait bien sûr qu'on en discute. La personne qui vient de me poser la question est psychiatre et psychanalyste, je crois. Psychanalyste aussi. Alors voilà, bien sûr, la question se pose. Mais c'est très pertinent de poser la question sur la date, sur qu'est-ce qu'on fait 2 ans après la guerre. Et puis je rajouterais aussi qu'est-ce qu'on fait 10 ans après 1936, c'est-à-dire 10 ans après l'engagement dans la guerre d'Espagne. Qu'est-ce qu'on fait 10 ans après le film Espoir? Qu'est-ce qu'on fait au moment
ou, comment dire, l'autre jour, dans les débats qui ont commencé, qui vont peut-être continuer, quelqu'un m'a dit, après, c'est comme si tu avais attaqué le général de Gaulle. Bon, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose dans le destin de Malraux lui-même en 1945 qui bascule, qui est vraiment un moment de révélation pour lui. De Gaulle est une révélation. Et alors, son rapport, son double rapport à l'art et à l'histoire, je laisse de côté, ça serait un autre sujet, la question du roman et des mémoires ou des anti-mémoires, enfin la question de l'écriture. Mais en tout cas, son rapport à l'art et à l'histoire se modifie décisivement en 1945, j'en suis persuadé. Et que donc la question, c'est bien pourquoi j'ai rajouté, ça c'est pas dans le livre des conférences, je l'ai rajouté cet après-midi, cette citation de Brecht qui est quand même magnifique, qui elle ne fait pas l'économie de ce lien indissociable entre l'art et la violence, l'art et la guerre, voilà, surtout à cette période, voilà. Malraux aurait voulu que l'art soit au-delà de tout ça. Voilà. Inconscient culturel, ça serait, puisqu'on parle de Gaulle et de la résistance et tout ça, inconscient culturel, ça serait pourquoi aujourd'hui, le dernier livre que j'ai vu en librairie sur Jean Moulin, le titre, je vais l'acheter finalement, mais je ne l'ai pas acheté encore. Mais le titre, c'est Jean Moulin, artiste, résistant, ou artiste préfet résistant. Enfin, le mot artiste est en premier, mais c'est complètement dingue. Vous ne trouvez pas ? Jean Moulin, c'est pas un artiste. Il a fait quelques croquis, quelques caricatures, quelques petites choses. Il aimait l'art. Mais la question n'est pas là. Qu'est-ce que dans l'inconscient culturel français ou occidental aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'art ? Qu'est-ce que l'art vient sauver ? Voilà, j'aime tellement l'art que je ne cherche pas qu'il sauve tout. Je vous ai répondu ? Malraux Bataille. Où êtes-vous ? Ah, bonjour. Rebonjour. Malraux Bataille, vous les opposez à mon sens de façon un peu excessive. Je vais tenter de nuancer votre approche. Au tout début de l'œuvre de Malraux, dans sa période farfelue, Malraux écrit à Jean Paulhan et dit « J'ai repéré un petit livre merveilleux qui s'appelle l'Histoire de l'œil ». Je vous rappelle que Malraux était intéressé à l'époque, avec Pascal Piat et d'autres, par l'érotisme, et cette affaire l'intéressait beaucoup. Et il a adoré l'Histoire de l'œil. Alors vous ironisez avec l'œil roman et l'œil gothique, mais à mon avis, on peut aimer à la fois le roman de Bataille et faire ce magnifique développement sur la comparaison de l'œil roman et gothique. Première chose. Deuxièmement, vous avez parlé du livre de Bataille qui s'appelle Lascaux, mais vous n'avez pas parlé du livre de Bataille qui s'appelle Manet. Or, la lecture de ce livre est très éclairante. Il cite Malraux sans arrêt. Il rappelle les idées de Malraux sur l'émergence de l'art moderne à travers Manet. Un livre d'admiration vis-à-vis de Malraux que vous n'avez pas évoqué. Troisièmement, il existe une correspondance Bataille-Malraux. Elle est à la Bibliothèque nationale, elle est accessible. Trois lettres figurent dans le catalogue de Saint-Paul dont on a parlé. Et c'est une correspondance extraordinairement amicale, avec beaucoup d'admiration des deux côtés. Par exemple, j'ai cette lettre, une lettre de Bataille qui demande à Malraux de bien vouloir préfacer
son livre sur Lascaux. Il a adoré Les Voix du silence, il le dit, il l'écrit, et il lui demande cette faveur de préfacer le livre sur Lascaux. Bon, je m'arrête là, mais enfin quand même, ça permet, y compris votre interprétation un peu radicale de la ciguë, parce que franchement, c'était pas si méchant que ça permet de nuancer le tableau. Merci monsieur, vous avez bien préparé votre question. Alors, que Bataille cite Malraux, c'est ce que je développerai, je crois, la fois prochaine, notamment le Manet. Vous avez totalement raison. Ce n'était pas le lieu, et je vais vous expliquer pourquoi, ce soir. Mais en effet, le discours, l'écriture, moi, ce que je peux lire de ce que Bataille a publié sur Malraux, je vais en faire état, notamment dans le livre sur Manet. Et vous verrez que dans le détail, mais donc préparez une question pour la prochaine fois, parce que vous verrez que ce que Bataille dit sur Malraux à propos de Manet présente un ton subtil. Il y a beaucoup de respect pour Malraux. Tout le monde respecte Malraux. C'est normal, c'est un grand homme. Mais les gens subtils, donc je note Blanchot, Bataille, Merleau-Ponty, un peu Emmanuel Mounier, etc., émettent des critiques. Ça, j'en parlerai. La question que j'ai posée était dans l'autre sens. Ce soir, je parlais de la dette épistémologique, pas du tout la correspondance privée. J'ai beaucoup travaillé sur Aby Warburg ou sur Charcot, ça veut dire que j'ai travaillé sur des archives. Il est très dangereux de se noyer dans les archives, c'est-à-dire qu'il est très dangereux d'oublier ce qui est publié et de mettre en avant les correspondances. Les correspondances sont polies, sont amicales, sont tout ce que vous voudrez. Ce qui reste, c'est ce qui a été publié, ce qui a été rendu public. La question, c'est que Bataille, publiquement, a parlé de Malraux avec respect et critique, et que Malraux n'a pas parlé de Bataille publiquement. C'est pour moi la question qui n'est pas seulement une question de politesse, hein, c'est une question épistémologique, c'est une question de rapport à l'esthétique. Bien sûr, Histoire de l'œil n'est pas un traité d'esthétique, et je ne comprends pas que vous puissiez penser que... J'ai fait beaucoup d'éloges de cette double page sur l'œil. J'ai dit que c'était l'une des plus belles. Vraiment, j'admire beaucoup cette double page sur l'œil roman et l'œil gothique. Simplement, je dis que ce n'est pas la même histoire de l'œil, dans la mesure où la question du désir... Vous dites Malraux était intéressé à l'érotisme, mais comme tout le monde... Ben voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans son écriture ? Qu'en est-il du discours sur l'érotisme lorsque... alors justement, c'est là où Manet devient très intéressant, mais on en parlera la prochaine fois. Maintenant, j'insiste beaucoup sur la question que nous parlons de la position publique des écrivains. Les écrivains sont des hommes publics. Bon, ça va comme ça ? Il y a une autre question ? Mais c'est bien, hein, ça devient un séminaire, c'est bien. J'accepte qu'on continue. Hein. Oui. Oui. Vous parlez, vous faites la comparaison de la façon dont Malraux met encadre les photos et la façon dont le fait Warburg. J'ai l'impression qu'avec Malraux, l'espace, il disparaît. Et avec Warburg, ce n'est pas le cas. Je voudrais savoir, parce que comme je suis architecte, je voudrais savoir si avec Warburg, si le concept de survivance est-il valable pour faire l'analyse de l'architecture? Ici aussi, si vous pensez que Malraux ne voyait pas l'architecture comme un art.
Alors, merci de votre question. Sur la question du sens, là, on touche peut-être à la limite de mes propres conférences, qui ont été bien soulignées, c'est-à-dire que j'ai surtout parlé de Malraux, de la façon dont Malraux fabrique un objet. Donc c'est vrai que dans ces conférences, je parle moins, j'entre moins dans son texte. Mais je vous répondrai tout de suite que Malraux jamais n'évacue la question du sens, bien au contraire. Il y est extrêmement sensible. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il joue sur des paramètres formels qu'il oublie le sens. Oui ? Ah, vous disiez l'espace, j'ai entendu le sens, pardon. Ah, l'espace. Alors oui, ça c'est clair. Donc d'accord, je reprends. Oui, Malraux abstrait. L'espace est abstrait. Notamment l'ange de Reims, il est abstrait de là où il est accroché. Pas toujours. Par exemple, vous avez une double page magnifique avec un détail à gauche de la porte de l'enfer de Rodin, mais vous avez à droite toute la porte de l'enfer. Donc, mais d'une certaine façon, vous avez raison, la question de l'architecture me semble, je ne m'avancerai pas totalement, peu présente chez Malraux, beaucoup plus chez Warburg, où vous avez par exemple une analyse quasiment cinématographique du Tempio Malatestiano d'Alberti, enfin à Rimini. Bon, l'espace est complètement couvert par les photos. Warburg Warburg qui avait lui-même une industrie, puisqu'il avait l'économie de sa famille de banquiers qui lui donnait de l'argent. Donc il pouvait commander des campagnes photographiques comme Malraux. Donc il a commandé des campagnes photographiques aux frères Alinari à Florence. Et on a par exemple toute l'architecture peinte des chapelles de certaines églises à Santa Maria Novella ou l'église de la Santa Trinita à Florence. Donc Warburg tient peut-être plus compte de l'architecture. Et quand vous dites, est-ce qu'on pourrait appliquer à l'architecture la question de la survivance, alors je pense vraiment oui. Ah oui, tout à fait, plus que... autant qu'ailleurs, tout à fait, bien sûr. Ne serait-ce que dans la fameuse question, il y a ici un spécialiste, du remploi dans l'architecture. Les morceaux d'antiquité qu'on inclut dans les murs des bâtiments futurs. Mais bon, c'est... Merci encore Merci. au public, à Georges et